Salut et bienvenue sur cette vidéo qui change un petit peu des contenus que je fais habituellement, mais que j'avais très envie de faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de mon top 7 des films sortis en 2019, les films qui sont, à mes yeux, les meilleurs de cette année-là. Et bien sûr, avant toute chose, cette vidéo ne représente que mon avis, vous avez sans doute le vôtre, et tant mieux en fait, parce que la diversité des avis, c'est trop cool. Moi je trouve ça bien. Et oui, on est en 2021, pourquoi est-ce que je vous propose un top 2019 et pourquoi je vous propose un top qui fait pas 5 ou 10 films mais 7? Déjà le plus important c'est que pour moi l'année 2019 c'est la dernière grosse vraie année du cinéma. On pouvait aller au cinéma sans masque, sans passe, il n'y avait pas de bouchon au niveau des sorties, c'était la dernière vraie grosse année du cinéma et c'est pour ça que j'avais envie de revenir dessus, surtout que c'était une année d'une très bonne qualité honnêtement. Puis pourquoi un top 7 ? Parce que j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue. Et le truc c'est que si j'argumente sur 10 films, je vais faire une vidéo qui va durer beaucoup trop longtemps. Le but c'est quand même de vous présenter un certain nombre de films, sans que ce soit barbant et que je parle de chaque film pendant une demi-heure. Mais d'un autre côté, vous parlez que de 5 films, ça me gave un petit peu, puisque j'aimerais bien vous parler d'un maximum de films. Donc j'ai coupé la poire en deux et j'ai choisi de vous en présenter 7, avec quelques mentions honorables. Pourquoi je vous fais un top 2019 en 2021 ? C'est surtout que j'ai toujours voulu le faire depuis l'année 2019, que j'avais pas de chaîne et que je faisais pas de vidéos jusqu'à maintenant, et que maintenant que je le fais, je me le permets, c'est tout. Bien, maintenant que tout ça c'est dit, on va démarrer le top avec quelques petites mentions honorables. Et avant toute chose, je ferai pas de flop 7 de cette année-là, c'est-à-dire les 7 films qui m'ont le moins plu sur l'année 2019, parce que ça ne m'intéresse pas de vous présenter ce genre de contenu, tout simplement. Parmi mes mentions honorables, c'est-à-dire des films que j'ai beaucoup aimés mais que je n'ai pas gardés dans mon top, on retrouve 2 films français, à savoir La Belle Époque de Nicolas Bedos et Le Chant du Loup de Antonin Baudry. L'année 2019 ça a été vraiment une bonne année au niveau même du cinéma français, parce que j'aurais pu vous citer également Les Misérables ou bien au niveau de l'animation on a même eu J'ai perdu mon corps. Les deux ont bien marché puisqu'ils ont été quand même nommés aux Oscars. Ça montre à quel point ils ont fonctionné, que ce soit nationalement ou à l'international. Mais si moi je devais garder 2 films français de l'année 2019, ce serait plutôt La Belle Époque et Le Chant du Loup. D'un côté on a un film nostalgique signé par Nicolas Bedos, avec des thématiques hyper intéressantes autour du temps qui passe, autour de nos relations entre générations, autour de comment nos relations justement vont se dégrader ou bien vont s'améliorer avec le temps qui passe, avec l'expérience accumulée, etc. On a un film qui traite du sujet du temps de manière intelligente, et même si j'avais peur au début que ça fasse très cliché sur certains aspects, au final pas du tout. La réalisation est très propre, le scénario est très bon, le casting fonctionne bien également, voilà, c'est un film que j'ai bien apprécié et que je vous recommande du coup fortement. Vous voyez comment j'en parle et pourtant il est pas dans le top, imaginez le top. Et La Belle Époque c'est vraiment bien, tout comme Le Chant du Loup d'Antonin Baudry, qui réussit tout simplement à faire un film français unique en son genre. Étant donné le scénario, on a un travail sur le son qui est hyper intéressant, on a des plans avec une colorimétrie très travaillée, je pense notamment à plein de scènes dans le sous-marin qui sont vraiment assez marquantes en termes de couleurs, en termes d'image. Bon par contre faut un peu s'accrocher parce que le film il te prend pas en t'expliquant tous les termes qu'il va utiliser. Voilà, c'est un film de sous-marin qui utilise des termes de sous-marin. Il y a des moments tu peux un peu décrocher si tu t'y connais pas, et moi je m'y connais pas personnellement. Mais à part ça, ça déchire, et vraiment j'espère qu'Antonin Baudry va continuer à faire des films de cette qualité. Ensuite, toujours dans mes mentions honorables, on a 2 drames bien différents américains. Le premier, il est sorti sur Netflix, et c'est Marriage Story, mené par le duo Adam Driver et Scarlett Johansson. C'est vraiment le film qui cherche à t'impacter émotionnellement, à te faire un peu du mal. Et le film fonctionne bien là-dessus, oui. On a beaucoup vu par exemple la scène de la dispute sur les réseaux sociaux avant les Oscars, notamment. Et c'est vrai que quand cette scène elle arrive dans le film, elle marche très bien. Le duo d'acteurs est incroyable, je veux les voir gagner quelque chose un jour dans leur vie, gagner un Oscar. S'il vous plaît, donnez un Oscar à Adam Driver, s'il vous plaît, un jour, je vous en supplie. Le duo Driver-Johansson marche super bien, ils auraient vraiment mérité de gagner plein de trophées, plein de statuettes, de tout ce que vous voulez, mais cette année-là, le niveau de l'acting était quand même assez élevé. Après, je trouve quand même que le film garde pas mal de lenteur, mais par rapport au thème abordé, je trouve ça normal. En tout cas, il est efficace dans son traitement du sujet qu'il aborde, et également il est efficace auprès du spectateur. Donc voilà, Marriage Story sur Netflix, je vous le conseille. Le second drame, c'est Vice, sorti en février 2019 chez nous et réalisé par Adam McKay.
Vice, ça parle de Dick Cheney. C'est un homme américain qui a vraiment existé et qui existe vraiment. C'est un homme politique qui a gravi les échelons petit à petit de la politique américaine jusqu'à devenir vice-président des États-Unis à un moment où l'histoire était à un tournant un peu sombre. Et on va voir comment Dick Cheney est arrivé là où il en est, quel rôle il va jouer dans cette histoire. On va voir que Dick Cheney, c'est pas ce qu'on peut appeler plus communément un gentil. En tout cas, il est brillamment interprété par Christian Bale. Tout le casting autour est incroyable, il y a plein de personnages secondaires très intéressants. On se laisse facilement embarquer dans l'histoire et j'ai beaucoup aimé le montage du film et le choix qui a été fait sur la narration. Mais ça, pour comprendre, il faut avoir vu le film. Donc, Vice, je vous le conseille également. Et ma dernière mention honorable, je vous ai déjà pas mal parlé de films d'animation sur cette chaîne, il fallait que j'en mette un dans mes mentions honorables. Eh bien, un film d'animation que j'ai envie de souligner quand même sur l'année 2019, c'est La Reine des Neiges 2. C'est pas une vanne. Non, vraiment, j'ai passé un bon moment à regarder La Reine des Neiges 2. Vraiment, j'ai rigolé, notamment avec le personnage de Olaf, qui m'a fait beaucoup rire. Il y a des fois j'avais envie de chanter, il y a des fois j'étais heureux, voilà, j'étais vraiment dans l'histoire, j'étais vraiment dans le film. Et en plus, j'ai beaucoup aimé l'animation, en bref, La Reine des Neiges 2, vraiment, je vous recommande. Maintenant qu'on a passé toutes mes mentions honorables, et j'aurais pu encore en mentionner beaucoup, mais là aussi j'ai dû faire du tri, on va pouvoir entamer mon top 7. Let's go? Let's go. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Cette vidéo, c'est de l'impro total. En 7ème position, on retrouve Ad Astra de James Gray. What is happening out there is a crisis of unknown magnitude. We believe your father may be involved. My father's dead. What exactly are you requiring from me? Ad Astra, donc réalisé par James Gray, sorti le 18 septembre 2019 en France, avec un casting formé de Brad Pitt, surtout Brad Pitt. Non, parce qu'en fait, Ad Astra, ça raconte l'histoire d'un homme qui va vivre une épopée spatiale un peu introspective en même temps. Comment on pourrait décrire Ad Astra? C'est vraiment juste une odyssée spatiale. Mais décrire ça juste comme une odyssée spatiale, c'est en même temps faux. Je m'en mêle les pinceaux. Mais le personnage de Brad Pitt va partir dans l'espace à la recherche en fait de son père. C'est bien plus gros que ça, il y a une histoire d'enjeux bien plus important. Et déjà, je suis pas quelqu'un qui est grandement familier avec le cinéma de James Gray. Mais j'ai vu The Lost City of Z, qui est un film sur des gars qui vont découvrir des peuples en Amazonie, qui vont explorer un petit peu la forêt, tout ça. Et donc ça va être l'odyssée de ces gars pendant 2h20. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, on me dit, c'est un gars qui va explorer l'espace pendant 2 heures, c'est une odyssée également, c'est James Gray à la réal. Tu m'as eu, poto, tu m'as eu. Je trouve que c'est un très bon réalisateur, en tout cas pour ce qui est des films un peu lents, un peu contemplatifs, et surtout des films où quand tu sors, tu te dis, ça fait réfléchir. C'est le cas d'Ad Astra. Ad Astra, c'est le film où tu vas te poser, et tu vas te poser des questions. Et en plus, tout repose sur le personnage de Brad Pitt. Il y a plein de personnages qui tournent autour, mais c'est vraiment lui le héros que tu vas suivre et auquel, moi personnellement par exemple, j'ai réussi à avoir une identification à ce personnage. Bon, je vais pas dans l'espace, mais j'ai quand même réussi un petit peu à m'identifier à lui et à ressentir un petit peu ce qu'il pouvait ressentir à certains moments. Le travail sur la colorimétrie à plusieurs moments m'a vraiment beaucoup plu. Le travail sur le son également. Ad Astra, c'est un film qui est bourré de qualité technique et également de qualité, mais après ça je pense que c'est bien plus subjectif, de qualité en termes d'écriture au niveau de certaines phrases, au niveau de certaines formules, de certains thèmes abordés. En tout cas, l'écriture d'Ad Astra m'a beaucoup touché. J'ai été marqué par ce voyage de Brad Pitt qui va chercher son père. Après, la fin, est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle plaît, est-ce qu'elle ne plaît pas? Moi, la fin me convient, je sais que il y a beaucoup de gens qui ont été refroidis un petit peu par ça. Dans tous les cas, Ad Astra, je pense que c'est une ode spatiale, comme a pu l'être Gravity, pas comme a pu l'être Interstellar. J'ai quand même un plus gros faible pour Interstellar que pour Ad Astra, mais ça reste un film marquant par des images. Regarde, genre ça. C'est joli ça, c'est tout rouge. Par ses courses-poursuites dans l'espace, par son singe. Il y a un singe. Par plein de petits moments, par plein de petites phrases qui vont aller te toucher directement à l'intérieur. Ad Astra, du coup,
Ça m'a marqué, ça a bien fonctionné sur moi, et ça reste l'un de mes films majeurs de cette année 2019. Et comme je vous l'ai dit, c'est bourré de qualité technique incroyable. Vraiment, James Gray, si tu veux continuer à faire des odyssées de 2 heures où c'est des mecs qui sont en introspection tout le temps, moi j'achète. Enfin voilà, 7ème position, Ad Astra de James Gray. Et pour la 6ème position, on retrouve Rocketman de Dexter Fletcher. So how does a fat boy from nowhere get to be a soul man? You gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. Rocketman, donc de Dexter Fletcher, sorti le 29 mai en France. C'est une sorte de biopic musical qui est plus au niveau de la comédie musicale qu'au niveau du biopic en fait, en tout cas en termes de forme, qui tourne autour de la personne d'Elton John, interprétée par Taron Egerton. Et déjà, l'interprétation de Taron Egerton, parlons-en, c'est excellent. Quand je vous disais tout à l'heure que on avait une année qui était incroyable en termes d'acting, c'est que il n'a pas été nommé aux Oscars. Ça m'a fait du mal de pas le voir nommé aux Oscars. Parce que il est talentueux de ouf et il le confirme dans Rocketman tout simplement. Donc en plus d'être servi par un très bon casting, on a également un film qui, artistiquement, tente des choses, s'amuse vraiment avec la discographie d'Elton John, qui s'amuse vraiment avec ce qu'il nous raconte de l'histoire, avec son montage. On est vraiment sur un biopic comédie musicale, comme je vous l'ai dit, qui a envie de s'amuser sans pour autant dire « tout est cool, tout est super génial ». Regardez, on a un personnage qui, dès le début du film, vous dit « bonjour, je suis un gros con ». Vraiment, le personnage, au tout début du film, je crois que sa première tirade, son premier monologue, c'est il s'assoit et il vient te dire « je suis un gros con, regardez mon histoire ». Et ça pose des bases d'un film qui ne va pas te prendre avec des pincettes. Pas un film qui va te dire oui, mais s'il se passe ça, c'est pour telle raison, faut un peu l'excuser, nanani nanana. Non, c'est le personnage principal a telle déviance et on va pas s'en cacher. On va pas s'en cacher. Ah oui, du coup, vous avez vu le titre à l'envers. Parce que du coup, vu que le film ça fait à l'envers. Voilà, là c'est écrit à l'envers. Pardon. Et donc Rocketman, déjà au niveau de la BO, bah, c'est du Elton John, et il y a des morceaux qui sont repris par Egerton, et il chante super bien. En plus au niveau visuel, comme je vous l'ai dit, ça tente plein de choses. Ça dit, si ça réussit, tant mieux, si ça réussit pas, c'est pas grave, on aura essayé, et ça réussit. Au niveau de l'histoire, c'est raconté vraiment brillamment. Au niveau du montage, on a un montage qui est bien rythmé, on n'est jamais perdu. Vraiment, Rocketman, ça a été époustouflant. Ça a été époustouflant. Et on arrive quand même vraiment à se dire, merde, ok, ce personnage principal a merdé, ok, ce qu'il peut faire, c'est pas forcément bien, mais fuck, non, je veux pas que ça arrive. C'est ça que je voulais dire un peu par le film ne va pas vous prendre avec des pincettes. C'est-à-dire, regardez votre personnage que vous aimez bien, bah il douille, et bah il y a des fois où c'est de sa faute. Et vous devez l'accepter. Non, c'est vraiment génial Rocketman, c'est vraiment génial. Au niveau de la BO, au niveau même des costumes en fait, au niveau de la direction artistique, au niveau de l'acting, c'est super bien. Donc bah du coup, je vous le conseille fortement, voilà. Regardez Rocketman. On entre dans le top 5 avec en 5ème position Le Mans 66 par James Mangold. Do you think you can beat Ferrari? I could try. We're on the verge of something. And now you tell me that I can't have the best man in the world behind the wheel? I thought the whole point was to win the damn race. We're gonna make history. J'ai l'impression que à chaque fois que je vous présente un film, je vais dire la même chose. C'est-à-dire, artistiquement, c'est super propre. Bah, Le Mans 66, artistiquement, c'est super propre. Le Mans 66, donc, par James Mangold, sorti en novembre 2019, c'est un film autour de... Comment j'ai envie de dire ? Course de voiture ? Non, c'est bien plus que ça. C'est l'histoire d'un pilote qui est engagé par Ford
pour battre Ferrari sur une course où Ferrari gagne tout le temps. Ce pilote est interprété par Christian Bale et on a à côté de lui un gars de chez Ford qui va gérer un peu la création d'un nouveau véhicule et qui va essayer de recruter du coup Christian Bale pour concourir face à Ferrari. Encore une fois, déjà c'est la deuxième fois que je parle de Christian Bale depuis le début de la vidéo, puisqu'il était dans Vice, et là il est encore incroyable, c'est tout, c'est juste un excellent acteur Christian Bale, mais à un moment il va falloir lui donner l'Oscar du meilleur rôle principal, parce que les rôles secondaires, ça va bien 2 minutes. Le Mans 66 du coup, pendant 2h30, va nous narrer cette histoire d'un duel entre Ford et Ferrari pour qui va gagner, je crois que c'est les 24 heures du Mans, la course en question. Et vraiment, on a des dialogues, on a des scènes qui sont hyper intéressantes d'un point de vue du dialogue, justement, voilà, du texte. On a des plans qui sont magnifiques, par exemple, voilà. Bon, là, on le voit pas très bien parce que la qualité est pas ouf, mais on a vraiment des plans exceptionnels. Les courses, les plans de course sont incroyables. Vraiment, pendant la course finale, en fait, j'étais cramponné à tout ce que je pouvais cramponner. Vraiment, j'ai jamais été autant tendu devant un film. Comme je vous l'ai dit, le casting est super bon, ça joue super bien, le montage permet de pas s'ennuyer sur 2h30, vraiment je les ai pas vus passer ces 2h30, même si vous n'êtes pas fan de courses de voiture ou même du milieu de l'automobile, voilà, moi je m'y connais rien en mécanique, ça m'a pas empêché vraiment de kiffer pendant 2h30 un film qui parle de voiture. Et vraiment, les 3/4 d'heure de fin du film, donc le dernier tiers, mais il est god tier en fait. La réalisation de James Mangold permet vraiment d'entrer facilement dans le film. Tu arrives, tu constates qui sont les personnages en présence, qui est qui joue un rôle sur qui par exemple. Tu vas voir cette amitié entre le personnage de Matt Damon et de Christian Bale qui va évoluer aussi au fur et à mesure du temps. Tu vas voir les doutes de certains sur la course, tu vas voir les ambitions d'autres personnes, tu vas voir tout ça évoluer pendant 2h30 pour arriver à ce bouquet final des 45 dernières minutes où tu te cramponnes à ton siège et où tu te dis tout peut arriver. Maintenant tout peut arriver. Et c'est là où vraiment ce film est un kiff, c'est parce que on t'installe quelque chose pendant longtemps et quand ça arrive, t'es pas déçu. Tu te dis ok, on fait tout ça pour la course et quand la course elle arrive, Le Mans 66, c'est trop bien, c'est mon top 5 de cette année-là, c'est graphiquement trop bien, il y a plein de qualités également au niveau du mixage, du montage son, il y a... Puisque les scènes de course, putain, les scènes de course. Enfin voilà, c'était un peu décousu, mais Le Mans 66, c'est super bien, regardez-le si vous le pouvez, c'est trop cool. Et en 4ème position, maintenant, on va retrouver Toy Story 4, réalisé par Josh Cooley. On rentre chez nous, fourchette. Vous ne pouvez pas vous en aller. Woody, attention! Une chose dont je suis sûr, un jouet chapeau ne renonce jamais. Toy Story 4 donc, qui est sorti pendant l'été 2019 en France. Et que dire sur Toy Story 4 ? Et tout d'abord que l'animation est exceptionnelle, mais ça, est-ce que ça vous choque ? Je ne crois pas. Qu'il y a toujours des chansons qui sont marquantes. En fait, Toy Story 4, ça poursuit parfaitement ce qu'avait entamé le 1, le 2, le 3. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur que ce soit la suite de trop, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la suite de trop, ce qui n'est pas mon cas en fait. Moi je trouve que Toy Story 4 amène encore un peu plus de maturité à ce qui a été fait. Dans le 3 est quand même un peu bien mature, mais le 4 avance des questions où quand t'as plus de 20 ans, tu vois le film différemment. T'as plein de thèmes qui sont abordés grâce à des personnages ou grâce tout simplement à des moments. Je pense par exemple à la fin, on a pas mal de thèmes qui sont abordés avec un traitement assez adulte, et comme pour Pokémon Donjon Mystère dont j'avais parlé dans mon dernier épisode de Le Kiff, ça reste accessible aux enfants. Les enfants vont y comprendre quelque chose, les adultes vont comprendre autre chose, chacun va se faire son interprétation personnelle des thèmes qui vont être abordés. Waouh, cette scène. Pardon, le craquage. Tu te laisses vraiment bien embarquer par l'univers, ça réussit à faire ce que les 3 premiers font, c'est-à-dire à te faire croire à cet univers, à te faire comprendre que oui, ça peut marcher, tu peux continuer à vivre dans cet univers de jouets. La trilogie n'est pas finie, maintenant c'est une quadrilogie,
et cet épisode fonctionne très bien. Artistiquement, il y a plein de plans que j'ai trouvé grandiose au niveau des lumières notamment, le travail sur les lumières, sur les textures aussi. Ouais, le travail sur les textures m'a marqué, il y a plusieurs fois que je me suis dit ok, donc l'animation, on en est là aujourd'hui. C'est mon film d'animation préféré de 2019. Et puis aussi, je vous ai pas parlé de plein d'autres personnages, comme par exemple Fourchette, qui est un personnage très intéressant. Genre, il se demande, je suis qui entre telle ou telle chose ou telle chose. Je suis un jouet, je suis un déchet, qui suis-je ? Je suis quoi moi ? Il va choisir de s'affirmer comme tel ou comme un autre. En fait, Fourchette, c'est un personnage qui s'affirme dans une identité. Et c'est là où on se rend compte que Toy Story, oui, c'est des thèmes de plus en plus matures en fait. Voilà, je vous parle beaucoup des thèmes, faut parler quand même d'autres choses. Artistiquement, voilà, c'est très propre. Le doublage, toujours incroyable. L'histoire, c'est du très bon également. Enfin, voilà, on a un film qui marche super bien et qui n'est pas de trop à mes yeux en tout cas. Qui poursuit sur ce qu'il avait fait. Qui nous dit, c'est pas parce que une histoire est terminée qu'on peut pas en raconter une nouvelle. Une nouvelle histoire avec ses hauts et ses bas, avec de nouvelles thématiques, de nouveaux personnages, de nouveaux compagnons. Pour poursuivre de cette manière et pour oser faire ça, tout en réalisant un contenu final d'une telle qualité, et pour toutes ces raisons, Toy Story 4 a été un très bon film de l'année 2019. Mais il est au pied de mon podium, parce que sur mon podium, à la 3e place, on retrouve Green Book de Peter Farrelly. Dear Dolores, I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. Green Book de Peter Farrelly, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça raconte l'histoire de Viggo Mortensen qui joue le rôle d'un videur italien. Je crois que ça se passe dans les années 60. Et donc ce personnage joué par Viggo Mortensen va être amené à conduire un personnage joué par Mahershala Ali dans le sud des États-Unis, à une époque où la situation raciale était encore plus tendue aux États-Unis, même si ça l'est encore aujourd'hui. Et leur périple va faire que ces deux hommes vont apprendre à se connaître, que les a priori de Viggo Mortensen, enfin du personnage de Viggo Mortensen, vont évoluer d'une manière ou d'une autre, que ceux du personnage joué par Mahershala Ali vont également évoluer. Et la première chose qui saute aux yeux avec ce film, c'est que c'est un feel-good movie qui te fait t'en sortir avec le smile. Mais c'est pas un smile en mode tu l'as eu tout le long du film. C'est un smile qui est passé par des moments plus complexes. C'est un film qui traite d'un sujet de société, qui traite de thèmes importants ou qui gravitent autour de ce sujet-là. Et il y a des scènes qui vont être marquantes. Par exemple, je pense à cette scène où les deux personnages principaux discutent en dehors de la voiture sous la pluie. Il y a un moment où Mahershala Ali a une phrase très importante qui m'a marqué vraiment. Comme pour les films précédents, il y a un soin de la direction artistique, il y a un soin également de la musique, surtout de la musique, puisque le personnage de Mahershala Ali est un pianiste reconnu. Il y a également des petites touches un peu d'humour, je regarde là la bande-annonce, quand Mahershala Ali, qui est en fait le personnage cultivé, apprend au personnage de Viggo Mortensen, qui est un peu plus bêta, à rédiger des lettres bien écrites, ces scènes-là, par exemple, elles vont toucher, elles vont faire un peu rire, elles vont se dire « Ah, c'est rigolo la relation qu'ils ont tous les deux là !» Et du coup, forcément, on va être impacté par le duo, par ce qui va lui arriver, par les galères qu'ils vont traverser. Voilà, moi, je sais que j'étais psychologiquement le troisième membre du duo, ce qui est très 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 con. Mais je me sentais vraiment avec eux, je me sentais dans cette voiture, avec leurs discussions sur la vie, sur comment ils se sentent eux dans le monde actuel, dans leur monde actuel. Et c'est un film qui en 2019 ricochait bien sur l'actualité, et qui ricoche toujours aussi bien sur l'actualité en fait. C'est un film qui, même s'il traite de sujets d'il y a plusieurs dizaines d'années, reste très actuel. Du coup, c'est un road trip dans lequel j'ai été à fond du début à la fin, dans lequel j'ai ri, j'ai été ému et j'ai souri surtout au bout. Il y a plein de qualités artistiques, notamment au niveau de la musique, au niveau du montage aussi, j'en ai pas parlé, mais le montage de Green Book est très efficace et permet de pas lâcher le film. Donc en bref, Green Book de Peter Farrelly, c'est vraiment trop bien et il est à la 3e place de mon classement, c'est pas pour rien. Que ce soit au niveau des thèmes abordés, de la direction
des acteurs, que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau du son, de l'image. Le film m'a embarqué, j'ai été dans ce road trip. Bref. Deuxième place. Et en deuxième position, on retrouve Parasite de Bong Joon-ho. 저는 범죄라고 생각하지 않아요. 저 내년에 이 대학 꼭 갈 거거든요. 아들아, 너는 계획이 다 있구나. 참으로 시의적절하다. Le truc avec Parasite, c'est qu'avec le temps, tout a déjà été dit. Il y a tellement eu un succès critique et un succès public autour de ce film que tout a déjà vraiment été dit. Donc qu'est-ce que je pourrais y rajouter ? J'ai envie de vous dire, tout a été dit, mais est-ce que vous avez tout entendu ? Parasite de Bong Joon-ho, ça raconte l'histoire d'une famille de classe sociale assez pauvre qui, petit à petit, va entrer en contact, on va dire, avec une famille de classe sociale élevée. Et je peux vraiment pas en dire plus, parce que sinon je spoil, et là je vous ai à peine raconté les 10-15 premières minutes du film. C'est ça qu'il faut avec Bong Joon-ho, c'est que il a fait un film où tu peux pas en dire plus que les 10 premières minutes, sinon tu spoil. Enfin, ça paraît normal, mais je veux dire, quand tu résumes le film sans spoiler, tu peux dire que les 10 premières minutes. C'est ça qui est fou. Bong Joon-ho, c'est celui qui a fait Snowpiercer, celui qui a fait Okja, celui qui a fait The Host, Memories of a Murder. C'est un gars qui a fait surtout des films très centrés sur la lutte des classes. Et là, dans Parasite, c'est clairement le thème principal. On est sur un film bourré de symbolique, avec les pauvres qui montent des escaliers, qui montent une pente pour aller voir les riches, et les riches qui, s'ils veulent aller voir les pauvres, ils doivent prendre une pente. Un peu comme le système de montée sociale et de descente sociale. Ça marche de la même manière. Bong Joon-ho, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec la symbolique. Et par exemple, si vous découvrez le film, vous ferez attention aux barrières physiques qui existent entre les plus pauvres et les plus riches. Il y a toujours à l'écran, par exemple, un pylône ou bien une porte ouverte qui va séparer les gens de la famille pauvre et les gens de la famille plus élevée. C'est un film sur tous les points qui est excellent, vraiment. Artistiquement, les plans sont incroyables. On a plein d'idées de plans, d'idées de mise en scène qui sont propres à Bong Joon-ho, et voilà, il les sort de son chapeau comme ça, hop, regardez comment j'ai des idées, et ça fonctionne. On a un montage qui est hyper efficace, je trouve le montage de Parasite très très efficace. On a une bande son qui est parmi les meilleures de cette année-là. Les 2 premiers films de mon classement ont 2 bandes son exceptionnelles, et c'est un film qui mérite tout ce qu'il a reçu, la Palme d'Or, les Oscars, vraiment je trouve qu'il mérite tout ce qu'il a reçu. Bong Joon-ho aussi, c'est... La réalisation, elle est tellement propre sur Parasite, c'est incroyable. Et bien évidemment, vu que les thèmes abordés sont des thèmes propres à Bong Joon-ho, il le fait super bien, tout simplement. Voilà, ce qu'il va raconter, à l'aide de twists, à l'aide d'idées de mise en scène, il va te faire voir cette idée de lutte des classes autrement et avec plein d'éléments que tu n'avais pas pris en compte. Et ce qui est intéressant avec Bong Joon-ho également, c'est que le thème de lutte des classes, c'est pas la première fois qu'il l'aborde. Il l'a abordé dans Snowpiercer, il l'aborde dans Okja, il l'aborde dans tous ses films quasiment, et à chaque fois il arrive à faire autre chose, à surprendre en fait. Et là il fait un film avec des twists qui surprennent et avec une évolution dans le film qui va surprendre à chaque fois. Donc quand tu mets un réalisateur surprenant sur un film surprenant, tu t'en prends plein la gueule, parce que c'est trop bien Parasite. Je sais pas si la version noir et blanc qu'ils avaient ressorti un peu plus tard apporte quelque chose au film, mais la version de base, elle est dingue, elle est folle. Donc voilà, tout a déjà été dit sur Parasite. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, et à mon avis, vous le regretterez pas. Donc voilà, pour résumer Parasite, la bande-son c'est incroyable, la réalisation c'est incroyable, le scénario ne cesse de surprendre, même le casting, dont je n'ai pas retenu les noms, fonctionne incroyablement bien. Tout le monde... En fait, c'est comme une partition où tout le monde joue super bien. C'est-à-dire, ceux qui sont chargés de la musique jouent super bien, ceux qui étaient chargés des décors super bien aussi, ceux qui sont chargés des effets spéciaux, notamment pour créer la maison, parce que la maison elle est pas complète en fait. Il y a toute une partie de la maison qui a été faite en effets spéciaux sur les scènes d'extérieur. Voilà, tout le monde est aligné sur les mêmes partitions, et ça donne un film exceptionnel. Mais en 2019, à mes yeux, il y a mieux.
Numéro 1 de l'année 2019 à mes yeux, Joker de Todd Phillips. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Je me rappelle très bien de la fois où j'ai vu Joker au cinéma et du sentiment que j'ai eu à la fin du visionnage et même pendant tout le film en fait, mais je m'en suis rendu compte qu'à la fin. C'était un sentiment de lourdeur un peu, je me sentais impacté. En fait, j'étais bouche bée. Vraiment à la fin du film, j'étais bouche bée. Parce que je venais de voir un film coup de poing, qui m'avait mis un coup de poing dans la gueule en fait. Et Joker, c'est l'histoire d'un homme qui va vivre une descente aux enfers, qui est déjà pas très bien au début, parce qu'il souffre d'une maladie, parce que dans sa vie ça va pas super bien, voilà, il a pas de père, il a pas de frère ou de sœur, il vit seul avec sa mère, il a un travail pas super cool. C'est un film qui raconte l'histoire d'une descente aux enfers. Et quand tu le fais bien, ce genre de film ça te met un coup de poing en général. Parce que tu te dis, je viens de voir pendant 2 heures un gars passer d'une vie à peu près normale à une vie de désastre. Et bah là, quand tu prends un méchant de DC, ça doit pas être dans la demi-mesure, ça doit pas ne pas aller trop loin justement. Parce qu'on a pu le lire ça, que Joker, ça poussait trop sur la violence, voilà, nanan. Mais on parle du Joker, on parle du plus grand criminel de Gotham City. On parle pas de ton voisin, il a une mauvaise journée. Quand tu prends un méchant violent, un méchant sadique, tu fais pas un film où tu vas te censurer, où tu vas tout mettre un petit filtre un peu vif avec des couleurs plutôt joyeuses. Tu vas pas faire un film comme ça, tu vas pas faire un film où le méchant s'auto-censure pour être plus lisse, pour être plus facilement regardable par tout le monde, par les enfants, par les plus grands, puis tu rends pas un méchant plus gentil, enfin, bref, tu ne censures pas un méchant si tu veux faire un film qui fonctionne bien sur lui. Et là, tu dis « Coucou !» Joker ne se censure pas, a fait des choix artistiques et a fait des choix au niveau du scénario qui fonctionnent super bien et qui impactent encore mieux par rapport au personnage. Imaginez Joker si on avait dû censurer plein de passages. Ça aurait ressemblé à rien. Bref, ça c'était surtout pour parler des critiques qu'il y a eu sur le Joker. Parlons du film. Le film, artistiquement, est exceptionnel. Le traitement des lumières est incroyable, voilà, sur la scène de la danse, sur la scène où il court par exemple dans les rues, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a plein de couleurs pâles un peu partout, et ça fonctionne super bien. On a la création d'un Gotham City qui est perverti par le mal, et on le voit qu'il grandit au fur et à mesure, en plus que le personnage principal descend aux enfers. De plus en plus, lui va mal, et de plus en plus la ville va mal en fait, de plus en plus on voit le mal apparaître dans la ville. On a cette colorimétrie qui est vraiment, et également la bande son de, alors je vais essayer de le dire, Hildur Guðnadóttir, mais qui est parfaite en fait. On a des choix qui ont été faits artistiquement, on a des couleurs pâles, on a des couleurs sombres, on a des couleurs tristes, et on a une bande son avec des sons principalement graves, et des violons, principalement des instruments à cordes, qui vont augmenter un peu la tension du film, et qui vont progressivement nous faire arriver vers le dénouement final. Un dénouement final qui est incroyable aussi. Enfin, tout est fou en fait dans ce film, parce qu'il n'y a pas de pincettes, comme pour Rocketman qui te prend pas avec des pincettes. Pareil, Joker, ça te lâche dans Gotham et ça te dit « Regarde ce qui est en train de se passer ». Et voilà, c'est même les choix au niveau du scénario, le personnage va partir en fait d'une situation qui est déjà désespérée, au début c'est déjà perdu. Alors quand un homme qui est déjà totalement perdu au début se laisse totalement aller, en fait on se retrouve fasciné par le voir tomber. C'est pas du sadisme ou quelque chose comme ça, c'est on voit cet homme chuter et on se dit merde. Je regarde ça et
et je le regarde jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça? On le sait pas. Peut-être parce que c'est brillamment montré en fait. Parce que c'est brillamment exécuté. Si on regarde ça jusqu'au bout, c'est peut-être parce que on a envie de poursuivre. On a envie de le voir jusqu'au bout, on a envie de se dire jusqu'où ça va aller et qu'est-ce qu'on va encore nous montrer après. C'est là où Todd Phillips a réussi quelque chose de fou, c'est qu'il passe de la trilogie Very Bad Trip à ça. Mais voilà, on a un gars qui tombe en fait dans la folie et nous on regarde et on regarde jusqu'au bout parce que Todd Phillips nous fait voir avec ses images, avec sa colorimétrie, avec ses choix artistiques qu'on peut regarder jusqu'au bout ce genre de phénomène. Je l'explique peut-être mal, mais en gros, les choix qui ont été faits artistiquement viennent sublimer le scénario, et ça te fait l'effet d'un coup de poing en fait. En tout cas, moi, ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans la salle. Vraiment, quand le film était terminé, j'étais... Oh! Ah ouais, d'accord, fou! Puis voilà, la bande-son, c'est l'une des 2 meilleures bandes-son de l'année, avec celle de Parasite du coup, et puis Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, incroyable. Il était taillé pour le costume en fait. Ça ne pouvait être que lui. Donc il mérite son Oscar bien sûr, imaginez s'il n'avait pas été nommé, mais ça aurait été un scandale. Donc ouais, Joker c'est une réalisation exceptionnelle au service d'un script excellent qui ne prend pas avec des pincettes, n'y va pas à demi-mesure, qui y va à fond, et tout ça, et ben on regarde et on prend une claque, tout simplement. C'est ma vision de Joker. Voilà, c'est tout pour mon top 7. On va rester sur cette bande-annonce, c'est pas mal. J'espère que ça vous aura plu, c'était de la totale improvisation, donc si c'était un peu décousu, bah j'en suis désolé. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, où c'est bien plus travaillé, où j'ai tout mon script. Là, j'y suis vraiment allé avec le cœur, avec mes émotions, avec mon ressenti à chaque fois sur chaque film. J'ai encore plein d'autres idées de trucs à faire. Je sais pas du tout ce que va être la prochaine vidéo, donc suspense. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, petit pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre en commentaire c'est quoi pour vous les 5, les 10 meilleurs films de l'année 2019. Comme ça on pourra comparer un petit peu, on pourra en discuter. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également la partager sur vos réseaux. Et puis voilà. Je crois que ça fait bien ça comme outro de youtubeur ça. Ouais. Le partage, le pouce, ouais, c'est bon. En attendant la prochaine vidéo, bah moi je vous fais des bisous. Et puis à très vite. À bientôt. Ciao ciao.